Moi, je remercie tous ceux qui me font chier. Non, mais c'est vrai. On apprend grâce à eux, mais si, c'est vrai, mais c'est vrai parce que Je trouve que c'est une super phrase, ça. mais Je vais c'est- remercier tous ceux qui me font chier. mais oui, et tous ceux qui Mais c'est grâce à eux Non, qu'on arrive aussi mais qu'on est là. Hein. on Parce que, bien évolue, évidemment, on évolue spirituellement. Le seul sens de notre passage sur cette terre, c'est d'évoluer spirituellement. Si vous avez un instant à passer avec nous, tendez l'oreille et appréciez ceux que nous accueillons dans un instant sur ces canapés que je vais vous présenter. Ce sont deux électrons libres, on va dire ça, hein, au cœur d'une spiritualité, on va dire, loyale, éthique et authentique. Et ça, c'est important pour eux. Et dans ce domaine, quand on parle de spiritualité, c'est pas toujours le cas. Et Dieu sait qu'on a eu l'occasion de croiser effectivement certaines personnalités qui ne sont pas dans cet ADN-là. Et je suis très content en tout cas qu'ils prennent le temps de quitter leur ah non, j'allais dire leur sud, mais il y a que toi qui es dans le sud, Michel. Mais hein. oui. Ben oui, parce que Stéphane est évidemment parisien. Je vous présente respectivement Stéphane Michael et puis Michel Dourte. Alors ils sont là tous les deux. Michel est en noir, Stéphane est en blanc. Bah, C'était fait exprès? Non, pas du tout. Merci. On s'est pas concerté. Merci d'être là tous les deux. Bonjour, Merci à Marc. toi. J'ai dit électrons libres. Vous vous considérez comme des électrons Ouais, libres? indépendant, autonome, et on aime bien Ouais. travailler. Indépendant, c'est on vraiment ce qui nous caractérise, je pense. Et j'ai rajouté une spiritualité loyale, éthique et authentique, parce que je connais un petit peu votre façon de faire, la façon de procéder. Vous faites, vous n'avez pas, vous n'avez pas. Il vous arrive même parfois de dire à des gens qui vous consultent en tant que médium ou voyant, dire je n'ai pas à rentrer chez vous, je vous rembourse. Oui, c'est vrai. Ça fait partie de l'éthique. Absolument, absolument, très important pour moi. Ouais. Idem, parce que je pense qu'on ne doit pas leurrer les gens, donc on est là pour transmettre un message, et bien si on l'a, on l'a. Si on l'a pas, on l'a pas. Bon, j'ai dit, je sais pas si je l'ai dit, alors il y a de la médiumnité, de la voyance, du magnétisme, de l'énergétique, du nettoyage des lieux, des conférences, des médiumnités en public, les gars. Et des formations. Et des formations. Et de l'hypnose. Et de l'hypnose l'hypnose, bientôt, ouais, puisque Michel. tu vas te lancer, Ouais, bien effectivement, sûr, ouais. Michel, dans l'hypnose. Ce qui est intéressant dans les rencontres, tous les deux, c'est les parcours de vie. Moi, j'aime que vous nous racontiez un petit peu le pourquoi du comment est-ce que vous en êtes arrivé à cette médiumnité-là, ce que vous avez osé faire. C'est vrai que dans ton cas, Michel, alors je connais un peu moins le tien, Stéphane, j'ai l'impression que ça a été plus souple dans ta vie que Michel. Tu veux commencer, Stéphane? Oui, c'est exact. C'est arrivé très jeune, à l'âge de mes 14 ans, quand mon père est décédé. Et alors, même avant, je dirais, sous les coups de 7-8 ans, j'étais déjà intéressé par tout ce qui était un petit peu ésotérisme, sans savoir comment ça fonctionnait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je sais toujours pas. On en parlait. Donc, toujours assez impressionné par rapport à ça. Et c'est au décès de mon papa que les facultés se sont déclenchées. Puisque je disais, j'aime pas dire que j'ai un don, je dis plutôt des facultés. Ouais. Et c'était dû à un choc émotionnel. Et c'est venu au fur et à mesure. Alors, j'ai commencé à tirer les cartes à l'âge de 15 ans. J'ai fait mes études sur Marseille. Et du coup, le tarot de Marseille. Et j'étais aspiré par ça, intéressé avec l'oracle Géo aussi. Et je m'amusais pendant la récré à tirer les cartes. Et si tu n'avais pas été celui que tu es aujourd'hui, tu aurais fait quoi? Bonne question. En tout cas, est-ce que tu t'orientais dans une voie autre, un cursus universitaire, des études? Alors, je les ai fait, bien sûr, oui, j'ai fait tout à fait rien à voir avec ça, d'ailleurs. oui. Et je commençais à tirer les cartes au fur et à mesure, et jusqu'à l'âge de 24 ans. Et j'ai fait une pause ensuite je me suis dit, il me faut un vrai travail, parce que ça, pour moi, ça ne l'était pas. Il faut voir, il y a 30 ans en arrière. Donc déjà, on se disait, c'est compliqué pour ouvrir sa boutique, j'ai envie de dire, son commerce ou autre, son cabinet, c'était déjà compliqué à l'époque. Et ça l'est beaucoup moins maintenant. C'est beaucoup plus rentré dans les mœurs. Ouais. J'ai remarqué. Et puis si tu veux, c'est des fils en aiguille. Donc j'ai fait des formations, pour mon école, j'entends, dans tout ce qui était industrie graphique, dans tout ce qui était absolument rien à voir. Puis ensuite dans le tourisme. Donc j'ai fait un BTS tourisme, transport, etc. Ouais. Ça m'a passionné. Et puis aussi une filière avec l'armée et le côté gendarme militaire. Donc rien à voir avec la spiritualité, effectivement. Qui est censé être plutôt cartésien. Mais complètement. Mais complètement. Tu vois qu'il n'y a pas grand-chose à voir avec cette dimension. Enfin, et c'est ça. Ceci dit, j'extrapole peut-être, mais il y a peut-être beaucoup de gendarmes et de policiers qui ont aujourd'hui cette Alors j'ai ouverture. encore des beaucoup de collègues, contacts, comme ça, et j'ai encore des copains, des connaissances, des collègues et autres. Et d'ailleurs, j'ai travaillé avec certains pour cette capacité. Et alors c'est pas pour résoudre des affaires de disparition, en l'occurrence, c'est déjà arrivé, mais c'est pas vraiment le cœur. C'est vraiment sur le service, comment travailler sur quelque chose. Donc ça, c'était intéressant, avec des sociétés, du transport aérien en l'occurrence ou autre. Et
finalement, ça se rejoint, tu vois, quelque part. Mm. Les 3 activités se sont quelque part mélangées. En tout cas, ce qui est intéressant, et tu nous le diras dans un instant, Stéphane, c'est ce switch à 24 ans, où quelque part tu dis, voilà, j'assume. Oui. J'assume qui je suis, j'assume ce que je... Alors, tous les deux, vous ne parlez pas de dons. Non. Et vous n'aimez pas le mot don, Michel? Non, on parle de capacité. Stéphane, il a un parcours qui a été jonché d'épreuves, etc. Mais on a beaucoup de points communs. Toi aussi, hein. Oui, mais moi, j'étais vraiment terre à terre et puis j'avais des œillères finalement. Donc, j'ai pas eu de moment où je me suis senti en capacité de transmettre des messages et tout. Ça a été plus compliqué pour moi parce que c'est arrivé à l'âge adulte où j'étais bien installé dans la société, où j'étais bien ancré avec... Un bon prof dans l'éducation nationale. Oui, c'est ça. C'est vrai. Un bon prof dans l'éducation nationale, mais je pense que ces étapes de l'éducation nationale finalement étaient là pour pouvoir accéder aux conférences par la suite, si tu veux. Ouais. Parce que du coup, je suis à l'aise quand je pars en public. Bien sûr, c'est de la prise de parole en public, que ce soit devant des élèves ou que ce soit face à un public autre. Ouais, mais jamais eu autant de public que maintenant. Tu vois, c'est sûr, ça, c'est sûr. Et puis attentif. Qui en demande. Voilà, j'avais des petits groupes, mais c'est vrai que j'ai fait mon parcours qui a été un parcours semé d'embûches parce que j'ai eu de harcèlement à l'école. Enfin, j'ai eu une enfance un peu particulière. Burn-out. Pardon? Burn-out. Oui, ouais. Alors c'est arrivé beaucoup plus tard. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours fait ma vie jusqu'à l'âge de 42 ans pour prouver aux autres que j'étais capable de réussir d'eux. D'être en capacité de réussir, d'avoir une belle maison, enfin un beau métier. Et j'avais une entreprise en parallèle parce qu'il fallait toujours plus. Et puis je suis un bâtisseur à la base, et donc c'était surtout pour prouver à mon père, tu vois, ce gamin qui a un cancre finalement, il est prof en supérieur aujourd'hui, il a une société, et en 42 ans, ça a été un grand coup de balai, quoi. Et la médiumnité, elle est où là-dedans? La médiumnité, elle intervient très tard. Elle intervient, alors, même si je sentais que j'avais une hypersensibilité, que je me sentais différent des autres, mais je ne savais pas quoi. C'est-à-dire, je trouvais que ce monde était violent pour moi. Je ne comprenais pas les cours de récréation, les enfants moi je me passais mes cours de récréation, mais dans les toilettes enfermés. Ah oui, carrément. Ouais, parce que j'avais tellement peur de sortir, parce qu'on me tabassait un peu. Mais je ne comprenais pas l'être humain. Même encore maintenant, j'ai l'impression d'être un extraterrestre, tu vois, dans la société. Mais c'était déjà bien installé. Et puis j'avais un grand-père aussi qui avait des capacités qu'il n'a jamais exploitées, si tu veux. Donc j'ai baigné un petit peu dans ce domaine, mais j'ai coupé à son décès. Et puis après, jusqu'à l'âge de 42 ans, non, j'ai été papa, j'ai eu des enfants, je me suis marié. Enfin, une vie bien rangée. Jusqu'au jour où tu acceptes toi aussi. Mais l'acceptation, j'ai mis 10 ans, de 42 ans, 52 ans. Donc c'est récent quand même. C'est récent, ouais, très récent. Ça fait que seulement 2 ans que je consulte, mais c'est très récent parce que je pensais être fou. Et comme tu disais que j'ai fait un burn-out en 2003-2004 et j'ai connu le CHP. Donc j'ai été interné, si tu veux. Donc tu te poses plein de questions. Ah, c'est sûr. Et là tu te dis là, Michel, là tu déconnes. Donc je suis parti chez les dominicains dans un monastère pour avoir du silence. Pour t'isoler complètement et faire te parce retrouver en introspection. C'était une effervescence en moi. C'est très compliqué. Et puis tu sais, la famille c'est systémique, et quand tu baignes pas dedans. Donc moi j'avais vu un médium, une voyante à l'âge de 20 ans quand ma future femme avait fait un break. Elle m'avait dit, voilà, vous marierez, vous aurez 2 enfants et tout, mais c'était tout ce que j'avais de ce milieu ésotérique. Je ne fréquentais pas du tout ça. C'est incroyable ça, parce que le grand bain comme ça, se dire, moi j'essaie de comprendre le moment, le switch où tu te dis, j'accepte ça. Je l'ai accepté par force parce qu'ils m'ont mis à l'arrêt. J'ai eu un grave accident en 2013 et ça a été un déclencheur parce que j'avais bien compris mon statut de victime jusqu'à l'âge de 42 ans. Tu vois, c'était trop injuste, la vie est trop difficile. Donc, grosse dépression, TS, enfin, je suis passé partout. Ah oui. Mais, tu me diras, c'était au bout d'un pommeau de douche, alors ça allait pas faire grand monde. Ça pétait. Pour ta tentative, tu parles? Ouais. Oui, mais enfin, mais c'était un appel au secours. Bien sûr, au-delà de ça, c'est la symbolique du geste, quoi. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est-à-dire que j'ai vraiment touché le fond pour pouvoir. C'est pour ça que je parle de renaissance, pour être vraiment soi, c'est-à-dire retrouver son identité profonde finalement. Mais il fallait que je passe par toutes ces étapes. Après, j'en conçois. Alors, ce qui est intéressant chez vous deux, vous êtes amis. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez énormément d'humilité par rapport aux facultés, aux perceptions
que vous avez et beaucoup de recul aussi là-dessus. Parfois même, et moi je vous ai vu en conférence, j'ai assisté à ce que vous faisiez en médiumnité publique et autres, vous avez une attitude qui est de... on a l'impression que vous marchez un peu sur des œufs et que vous êtes toujours un petit peu en retrait à ne pas oser déranger. Il y a un petit peu de ça. Il y a aussi toujours cet effet de, comme un gamin, tu te dis, mais comment ça fonctionne, quoi? Ouais. Pourquoi j'ai ça et pourquoi les autres ne l'ont pas forcément? Ou pourquoi on va l'exprimer comme ça? Et c'est vrai que devant une salle de... Alors, le nombre n'arrête pas de grandir. Quand on a 50 ou 500, il y a toujours cette émotion, ce côté un petit peu, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais avoir les messages? Toujours cette partie de doute au départ. Mais ta spécificité, c'est ce pourquoi. Ouais. Oui. Il est tout le temps en train... Stéphane, il est... Hein parce que je suis cartésien, parce que je veux savoir pourquoi. C'est pareil pour... D'ailleurs, c'est ce qui nous relie. C'est-à-dire que dans nos échanges, on sait très bien voilà, que on a cette possibilité d'avoir des informations, parce que tout est informationnel, mais on garde la tête aussi sur les épaules, parce que on garde cette humilité face à plus grand que soi déjà. On se rend compte qu'on n'est qu'un grain de poussière parmi une immensité. Et puis, en salle, c'est l'exercice pour moi le plus difficile, parce que tu as la rencontre de personnes qui ont des attentes réelles. Donc, ça nous fout un peu la pression aussi, parce qu'on se dit, ces personnes, elles sont venues te voir pour avoir des messages. Mais généralement, voilà, bon, après, une fois qu'on y est, on y est. Mais on garde toujours aussi ce côté terre à terre de savoir est-ce qu'on entend bien ou est-ce qu'on perçoit bien, parce que la limite, si tu veux, la frontière, elle est vraiment très fine entre ta propre pensée et ce que tu as. Et c'est ça la difficulté. Alors maintenant, avec l'expérience, petit à petit, on apprivoise nos capacités, et puis on se rend compte que moi, par exemple, je sais que quand c'est répétitif, que ça revient en boucle, j'y vais. C'est de la clairaudience que tu as? Oui, la clairaudience, la clairvoyance, le clair-ressenti. On est multicasquette. C'est ça aussi qui est bien, c'est-à-dire que on accueille ce qui se présente à nous au moment où ça se présente. Alors tu sais, j'ai le sentiment, et tu vas me dire Stéphane si je me trompe là-dessus, c'est que j'ai le sentiment qu'en France, on n'aime pas trop le multicasquette. J'ai le sentiment que, tu vois, quand on annonce voyance, médium, magnétisme, énergéticien, nettoyage des lieux, conférencier, etc., les gens se disent, oulala, ça fait un petit peu... Alors, ça fait un peu beaucoup. Ça fait un peu beaucoup. Et ça fait le couteau suisse du spirituel, tu vois. C'est un peu ça. Et d'ailleurs, je suis en train de faire un oracle sur un peu style couteau suisse. J'ai commencé à travailler il y a 2-3 ans, et c'est vrai que j'ai tellement de travail que j'ai mis ça de côté comme projet. Mais c'est une conception d'oracle couteau suisse. Donc, ça reprend un petit peu le côté. Et au final, j'ai pas commencé avec la médiumnité, j'ai commencé avec la voyance, comme on disait, sur l'âge de très très jeune, 14-15 ans. Et puis ça fonctionnait. Et puis à l'âge de 24 ans, justement, j'ai eu cette pause que j'ai fait dans ce domaine-là. Je suis venu sur Paris, j'ai fini mes études, ma tante était directrice de banque, donc elle avait beaucoup de monde, beaucoup de connaissances. Donc tous les week-ends, il y avait du monde à la maison qui venait, et allez hop, Stéphane fait les cartes. Et oui, je me déplaçais ensuite chez les gens, etc. C'était incroyable, ça avait pris des proportions. Il n'y avait pas Internet à l'époque. Et j'ai dit stop. Moi, je veux travailler. Je veux aller. Donc j'ai commencé à travailler. Et c'est revenu une dizaine d'années après, un deuxième choc émotionnel. Et là, j'ai failli rester handicapé avec des gros problèmes de dos. Et là, j'ai eu le déclic sur la médiumnité. Sachant que mon père, je le captais déjà, ce qui est très étrange. À l'âge de 15 ans, je savais qu'il était là. Et j'ai pas eu. Alors j'ai eu bien sûr une grosse tristesse quand il est parti. Évidemment, comme chaque enfant, mais je savais qu'il était je le sentais. Et alors, j'ai eu plein d'expériences, ce serait un peu trop long à expliquer, aussi bien pour lui que pour d'autres ressentis. Donc, il y avait ce côté médiumnique, mais je ne savais pas ce que c'était. Je savais pas poser un mot sur l'acte ou sur le ressenti. Et puis, c'est à 34 ans que ça arrivait avec une cliente belge qui était venue me rencontrer. C'était la maman d'un de mes amis. Et elle voulait absolument une consultation, et j'en faisais très peu. J'en faisais quelques-unes pour faire plaisir. En médiumnité, tu parles? En voyance. En voyance. C'est plus en voyance. Okay. Et là, la médiumnité s'est déclenchée avec cette dame-là, je me rappellerai toujours. Et j'ai eu son mari qui était sur un lit d'hôpital depuis 12 ans, qui ne pouvait plus parler, qui était vraiment en mode tétraplégique. Enfin, il n'y avait plus de contact. Donc, j'ai communiqué avec un vivant. Et j'ai eu des informations jusqu'à son prénom, jusqu'à tout un tas d'informations bien précises. Et je la voyais plus. Enfin, c'est assis, je l'ai commencé à parler avec elle. Et au bout de 10 minutes, je dis, mais vous pouvez... Ça vous parle, ce que je vous dis? Parce que c'est qui ce monsieur? Elle me dit, c'est mon mari, en fait. Mais il est décédé. Elle me dit, non, il est dans un hôpital, enfin, en espèce de réa. Et à côté de ça, une fois qu'on a continué, j'ai eu son ami, qui était très proche, qui était décédé 2 ans auparavant, à cette dame-là. Et donc, en lui donnant pareil les détails, et là, c'était un défunt.
C'était ta première, et c'était ma première expérience. Et donc la dame, je lui ai dit jusqu'à son téléphone Nokia, tu vois le truc. Puis prenez le téléphone, il me dit de regarder le message qu'il vous a envoyé avant son décès, et ça tient en 2 mots. Et tu avais l'information. Et j'avais l'information, mais comment, tu sais pas. Et encore une fois, et elle prend son sac, et je dis mais regarde, elle insiste, il est habillé comme ça, il a son chien qui est décédé, qui s'appelle comme ça, qui est à côté de lui, il l'a retrouvé. Ah oui, ah oui, ah oui. Et prenez le téléphone parce que je voulais voir si c'était vraiment. Bien sûr. Nous, ce qu'on veut, c'est des détails. On veut de l'information précise parce que si c'est pour dire ils sont bien, tout va bien, etc. Oui, ça nous intéresse pas. Il faut plus. Et c'est ça, c'est la précision. Et comme je l'explique aussi, que tu dis multicasquette, oui, mais en fin de compte, tout vient à nous à un moment donné. Alors, puisque moi, je commençais par les soins, donc je posais les mains, donc c'était en plus compliqué pour moi, en magnétisme. Et petit à petit, j'ai commencé à avoir des prénoms, mais j'avais rien de plus. Juste un prénom, mais qui était le prénom d'un défunt, mais j'avais pas la suite. Et ça en clairaudience, le prénom? Ben oui, t'entends. Okay. Alors quand je dis t'entends, j'entends pas la voix comme on se parle. C'est une pensée qui est plus forte que la mienne et qui est répétitive, monsieur. Mais c'est insistant. Après la première expérience, finalement, je me suis rendu compte que c'est au fur et à mesure des étapes de ma vie que c'est imposé le multicasquette. C'est-à-dire que je ne demande rien. Je ne le cherche pas. La seule chose que j'ai cherché, ça a été de me rassurer et de faire quelque chose de plus cartésien et de plus rationnel en faisant ma formation d'hypnose à Paris en 2017. Parce que je me suis dit, comme j'étais complètement perdu, qu'est-ce que je fais? Qui je suis? Comment on doit t'appeler? J'avais un gros problème avec le mot médium aussi, puisque j'avais de plus en plus de contacts. Et j'ai dit, écoute, fais une séance d'hypnose, comme ça tu seras hypnothérapeute, tu as un diplôme, parce que moi tout passé par les études. Et ça rassure. Le diplôme, ça rassure. D'ailleurs, les gens qui courent les formations, généralement, c'est pour se rassurer. Il faut être pour se dire, est-ce que je suis bien dans le bon chemin, etc. Et le nettoyage de maison, par exemple, moi, ça s'est imposé aussi naturellement lors d'une visite d'une maison, en 2014-2015, que je m'apprêtais à acheter. Et quand j'arrive avec un copain pour visiter cette maison, je vois l'âtre de la cheminée allumée, alors qu'il n'y a pas de cheminée dans la pièce, tu vois. Et je vois une vieille dame qui me parle. Et je dis au copain, mais t'as vu la vieille dame dans la cheminée? Et il me dit, non, il n'y a personne. Voilà, tu te dis, oula, qu'est-ce qui se passe? Mais ce qui est intéressant aussi, moi, je trouve qu'on a de la chance parce qu'à chaque fois, les informations qu'on peut avoir, qu'on délivre, elles sont vérifiables par la suite. C'est-à-dire qu'à chaque fois, pour ma part, et je pense que ça a été pareil pour toi, c'est qu'on nous a toujours donné la possibilité de vérifier ce qu'on avait annoncé. Ou ce qu'on avait eu comme information. Et ça, c'est rassurant parce que l'information, elle arrive à nous. Et alors, il y a un autre point aussi que vous avez en commun, c'est qu'il y a eu une cassure physique du corps à un moment donné dans votre histoire qui vous a fait switcher aussi. Et c'est souvent ça, dans les histoires qu'on raconte, dans les rencontres, tous ceux qui changent de vie, c'est parce que le corps dit stop ou lâche à un moment donné. Soit un burn-out, soit un accident, soit... Et toi, tu as eu le décès de ton papa, plus après, tu as eu tes problèmes de santé. Et moi, j'ai eu mon enfance, etc. Et puis après, j'ai eu l'accident des brûlures. Mais je pense aussi que c'est dans ces moments-là, quand il y a des difficultés, que ce soit la maladie, que ce soit la perte d'un être cher, etc., que notre hypersensibilité est accrue, si tu veux. Parce que là, on laisse tomber tous les filtres. C'est-à-dire que, entre guillemets, tu laisses faire. Et c'est dans ces moments-là que notre hypersensibilité augmente. Et là, on reprend conscience de nos capacités qui sont en nous depuis des années, depuis qu'on est tout petit, qu'on a occultées de par notre vie sociétale, parce qu'on est omnibulé par notre travail, la réussite et le train-train. Il n'y a pas de place pour tout ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font généralement? Ils nous mettent à l'arrêt. Un petit accident, une petite maladie, allez hop, on y va. Et généralement, c'est dans ces moments-là que tu as le temps de réfléchir. Tu te poses parce que tu peux plus avancer. Et du coup, tu te poses. Quand j'étais transporté dans une coque, je pouvais plus bouger, je pouvais plus parler par rapport à mon problème de dos. Je me suis dit, ça y est, c'est la fin. Et c'est à ce moment-là, comme tu dis, tu réfléchis. Exactement. Et tu fais de l'introspection à ce moment-là. Où tu te recentres sur toi, sur tes priorités, etc. Juste pour l'info sur le Nokia, parce qu'il ne m'a pas demandé, les 2 mots, c'était marqué « je t'aime ». Et c'est encore l'amour, on en parlait tout à l'heure. Et quand elle a vu ça, elle s'est effondrée parce que le message, ça faisait 2 ans qu'elle avait oublié, quoi. Et donc, elle est retombée dans son fil de discussion avec son compagnon. Et c'était ça.
elle s'est mise à pleurer, évidemment. Moi, les faits, je me suis mis à pleurer aussi, alors que ça ne m'appartient pas. Et on a cette hypersensibilité, parce que même en contact, ça nous arrive de... Maintenant, je calme moins. Mais parce qu'en salle, au début... Il y a encore quelques... mon ex-femme, elle me dit tout le temps, elle me disait à un moment donné que j'étais sponsorisé par Kleenex, parce qu'à chaque fois que j'ai un contact défunt, c'est tellement beau. C'est comme dit aussi notre amie Céline, hein, si on pouvait leur donner nos yeux pour voir ce que l'on voit ou ce qu'on perçoit, et tout cet amour qui nous arrive, si tu veux. Et c'est puissance 10 000, c'est pas l'amour qu'on... Autre point commun que vous avez aussi, et qui n'est pas spécifique à vous deux, mais qui est aussi sur l'ensemble des médiums ou des voyants quand on travaille avec eux et qu'on les voit exercer soit en individuel, soit en collectif, en médiumnité publique, c'est que lorsque vous avez une information et que personne ne réagit à cette information, vous ne lâchez pas l'information. Non mais tu vois, ça aussi c'est quand même très spécifique. Céline Franou, par exemple, tu en parlais il y a un instant, quand elle fait sa médiumnité, elle dit voilà, tiens, y a un chat qui est là, qui machin et ça. Personne ne réagit. Ah bah c'est ce qui est arrivé à Pau le 17 juin. Elle passe à autre chose, mais le chat est toujours là. Et donc, elle ne va pas lâcher l'information. Mais oui, parce que nous, c'est insistant, si tu veux. Donc, quand il se présente, c'est insistant. C'est comme le Gustave que j'avais en médiumnité en salle. Et ça disait, alors que je savais que c'était au fond à gauche, de la première. Parce que moi, j'ai jamais localisé. Bon, pour la première fois, j'avais la localisation. Mais non, je sors pour aller faire autre chose, et puis une personne court après moi. C'est bon, Gustave, c'est pour moi. Mais en plus, on leur donne des détails souvent. Mais après, il y a l'effet de surprise, parce que c'est pas forcément aussi ce qu'on attend qui arrive. Donc, quand tu attends vraiment à voir ton papa, ton frère, ta sœur, etc., tu es focalisé sur cette attente. Donc, ce qui fait que les détails qu'on peut donner sur quelqu'un d'autre et tout, mais sur le moment, tu l'occultes parce que tu n'es pas dans cette attente. Tu fais ça aussi, Stéphane? Oui, c'est pareil, tout à fait. Je réfléchissais justement récemment, une dame, je lui dis, il y a une grand-mère qui est là pour sa petite fille. Hein. Et donc, on se dit, la petite fille, on va peut-être penser que c'est une petite de 10 ans ou de 15 ans. Non, c'était une adulte, forcément. Mais ça a toujours ce lien de grand-mère avec sa petite fille. Ça reste sa petite fille. Ça reste toujours sa petite fille. Donc, forcément, on se met parfois des filtres. Soit nous, médium, ou bien le ou la consultante. Et je lui donne des détails, avec des précisions. Une fois, 2 fois, 3 fois, ça parle pas. Je dis, OK, on laisse de côté. Et puis, je passe la main. On était plusieurs médiums, justement. Avec David, il reprend, enfin un autre contact. Moi, je reviens derrière, je dis écoutez, la grand-mère, elle est là, elle insiste, donc je peux pas l'emmener chez moi. Il faut, voilà. Et alors, je donne encore 3 autres précisions. Et là, d'un coup, on a une main qui se lève tout doucement. Oui, c'est pour moi. Donc, les gens mais pourquoi vous l'avez pas dit? J'ai pas osé, voilà. Ouais, c'est ça. Et je dis il faut trouver votre place. Et c'était vraiment en plus dans ce côté de clairvoyance qui était assez intéressant. Alors du coup, dans les titres, vous vous sentez plus quoi? Chacun. Aujourd'hui, je me sens plus médium. Pour moi, c'est un exercice très dur, Marc, parce que en fait, comme tu disais, j'ai pris conscience de ça à l'âge de 24 ans. Sauf que j'ai mis des années et des années à me dire je suis voyant ou je suis médium. Déjà, je me sentais pas légitime. Et pour moi, on me disait mais tu fais quoi? Je dis je tire un peu les cartes. Comme ça, on met ça de côté, voilà, c'est tranquille. Ou j'ai des messages. Oui, mais en fait, quand les gens commencent à gratter, j'osais pas dire médium ou voyant. Et moi, je vous assure que si j'avais cette capacité-là, moi, je ferais waouh. J'ai pas fait de carte de visite. Je le crierais sous tous les toits. Ah non, enfin, moi, c'est... Je vous assure que moi, je suis hyper discret, en fait. Mais ça dépend aussi du parcours que tu as. Moi, pour moi, tout ça, c'était des charlatans. Parce que, pour moi, la plupart des gens qui faisaient ça, c'était soutirer de l'argent aux gens, c'était... Et puis, j'ai vraiment du mal avec le mot médium. Je me rappellerai toujours, j'avais un copain graphiste, il me dit, il faut que tu fasses des cartes de visite. Des cartes de visite, etc. Et qu'est-ce qu'on met dessus? Je sais pas. J'en ai pas, de carte de visite, mais c'est vrai que le mot médium, ça a été pour moi très compliqué à l'intégrer. Par contre, hypnothérapeute, ça allait très bien. Magnétiseur, très bien. Voyant, mais ça fait très peu de temps. Donc, je pense qu'on est surtout un thérapeute de l'âme. Si on devait donner une globalité, on est un thérapeute de l'âme. C'est-à-dire qu'on est là pour aider les personnes à avoir des prises de conscience. Que ce soit à travers la voyance, à travers un soin énergétique, à travers une médiumnité, parce que tout est information. Ouais, thérapeute de l'âme, moi, je trouve que c'est joli en plus. C'est joli en plus. Thérapeute de l'âme, ça résume un petit peu. Je repensais à Chico Xavier Coravière, qui est célèbre médium, célèbre, qui a écrit des bouquins et le film Le Solar.
entre autres. Et je me souviens, c'était c'est 40 ou 50 ans de disparition, quelque chose comme ça. Il y avait un rapport avec ça. Et je me souviens avoir fait avec une amie médium, Sonia André, justement, une salle. Elle était venue vers moi il y a de ça une dizaine d'années. Elle est venue, j'avais mis la photo de mon père, j'étais avec ma maman. Et du coup, je dis à ma mère, parce que ma mère aussi a des capacités, dans le soin, elle faisait ça en plus de son activité, donc et bénévolement, donc elle faisait ça quand elle pouvait. Et puis je dis: «Moi, du soin, j'en ferai jamais parce que faire comme toi, ça m'intéresse pas. Me mettre à genoux devant le canapé et être en lévitation, les mains comme ça pendant 1 heure, c'est pas moi, ça me ressemble pas». Et j'ai pas fait de formation pour ça. Et sur ma route, on m'a mis, comme tu disais, c'est au fur et à mesure que ça apparaît. C'est ça. Et alors le soin, mais jamais, je peux pas m'en parler. Et j'ai un de mes amis qui est médium, qu'on m'a mis sur le chemin parce qu'il y a pas de hasard, justement. Il y a que des rendez-vous. Et ce copain m'a dit: mais tu es médium?» Je dis: «Non, non». Je dis: «Bon, pour dire, voilà, encore une étiquette». Je dis: «Ouais, c'est compliqué, non, je pense pas», et cetera. Il me dit: «Si, telle personne non, et toi oui». «Mais comment tu sais?» Lui, il était médium pour le coup. Après, on les reconnaît. Hein. Et on a le flair, tu vois? Alors quand on n'a pas l'info, on n'a pas l'info. Je vais pas dire oui pour faire plaisir, pour le coup. Je fais pas de complaisance. Mais et là, Sonia était venue vers moi, elle m'a dit: elle me passe les messages de mon papa qui étaient justes, hein, pour le coup, on se connaissait pas. Elle me dit: «Mais vous faites comme moi, vous êtes médium». Et là, je lui dis la même chose, je dis: «Bah non, non, je tire un peu les cartes, voilà». Elle me dit: «Non, non, vous êtes médium». Et elle est venue me voir à la fin, elle me dit: «Viens me voir à la fin». Et elle me dit: «J'étais à 2 doigts de te faire monter sur la scène avec moi, parce que tu as les capacités, tu le sais, et tu n'y vas pas. Ou tu le sais pas aussi. Il te faut un coup de pied aux fesses». Et j'osais pas mettre l'étiquette, voilà. Et maintenant, je suis OK avec ça, je suis à l'aise. Donc quand tu dis, bah voilà, voyant, je regardais la fiche de mon voyant médium, oui, c'est ça. Moi, je me définis voilà, j'ai ces deux capacités. Et après, le magnétisme est venu après. Et en magnétisme, pour toi, je pense que c'est aussi OK. Quand tu fais du magnétisme, parfois, on a des messages de défunts qui viennent. Bien sûr, souvent. Ça a commencé comme ça, d'ailleurs, chez moi. Voilà. Bah, moi, c'est venu après. Ouais, moi, ça a été le magnétisme qui m'a amené des messages et des défunts qui se sont greffés dessus, qui transmettaient des messages aussi par rapport à des problèmes de santé. Du transgénérationnel. Mais ce qui est intéressant, c'est vrai que tu as raison, Marc, on veut toujours mettre une étiquette. Ah, ça, c'est franco. Mais ouais, mais c'est à la rigueur, je vais dire, mais on s'en fout, quoi. Le principal, c'est le résultat. Mais bien sûr, bien sûr. Donc, mais c'est vrai que c'est un côté rassurant, même quand tu fais ton registre du commerce et que tu dois t'inscrire, justement, tu sais pas ce que tu dois mettre. Ah oui, d'ailleurs, tiens, c'est quoi? Bah c'est quoi ce registre du commerce? Moi, je suis magnétiseur. Magnétiseur, ça existe? Oui, ils l'ont ajouté il y a pas très peu de temps. Mais avant, je crois que c'était classé avec les prostituées et tout. Hein. C'était les autres les trucs de service, les casinos, les choses comme ça aussi. Alors, vous savez que vous le savez peut-être pas, mais effectivement. Il nous arrive parfois de déjeuner ou de dîner avec les gens que l'on reçoit sur le plateau. C'est ce qu'on a fait avec Stéphane et Michel. Et c'est propice quand on est autour d'une salade César et d'une assiette de frites, de discussion et de révélation aussi. Il y a des choses comme ça. Et Michel qui dit non, mais moi je peux pas dire ça parce que tu comprends bien que si je dis ça, je mets un pavé dans la mare et ça va être compliqué. Alors mettons ce pavé dans la mare. Non, mais c'est intéressant. Et j'ai trouvé cette phrase et je me suis dit tiens, il va falloir que je le redise pendant l'enregistrement de l'émission parce que c'est intéressant quand tu me l'avais pas dit ça. Non, mais bien sûr que non. Non, mais c'est intéressant quand tu dis, par exemple, moi je n'aime pas trop les médiums ou les voyants qui disent on me dit de vous dire que. Bah, parce que je suis le premier à l'avoir dit aussi, mais je me pose des questions. Voilà, j'ai pas voilà, j'ai pas de guide affiché. Je ne sais pas. Oui, mes guides me disent que vous êtes. Mais oui, mais je pense qu'on peut dire ça. Mais alors peu importe. Mais je pense qu'on capte l'information dans un champ informationnel, dans une matrice sociale. Et c'est d'autant plus vrai en voyance, en guidance, etc., puisqu'on a des informations. Donc maintenant, c'est vrai que jusqu'à récemment, je disais on me dit, et je me suis dit, mais peut-être qu'on me dit rien du tout. Peut-être que c'est cette capacité à percevoir l'information, puisque tout est informationnel. Et tout passe par des vibrations. Donc Einstein disait, hein, tout est énergie. Hein, donc... Et on a peut-être un décodeur comme un poste ASF, si tu veux, les anciens, où tu as une molette et à un moment donné, tu tournes et puis à un moment donné, tu entends et tu as l'information jusqu'à temps que ça devienne net. Et je me pose beaucoup de questions parce que de par mon parcours universitaire, etc., et puis de prof, je demeure très cartésien, donc j'aime bien comprendre. Tu me diras, tu rames, hein, c'est pour ça aussi qu'on a l'acceptation qui est difficile, parce que on part sur quelque chose. Bon, ça y est maintenant.
Oui, Maintenant, oui. mais il y a de plus en plus de recherches, si tu veux, sur le cerveau, sur les modes de canalisation, le mode alpha, etc. Bien sûr. Mais c'est intéressant. Mais moi, ça m'intéresse grandement. Mais c'est vrai que je me dis, peut-être qu'on me dit rien du tout. Peut-être que c'est simplement. Donc, tu ne dis plus ça? Ben non. Je pense que. Alors, autant les défunts, on sait que c'est des défunts parce qu'ils se présentent avec leur prénom, on a accès à une information qui émane, je pense, d'eux. Autant par rapport à la voyance, je pense qu'on capte une information. Je me suis surpris une fois, et puis ça sort tout seul. Je me suis surpris à ouvrir la porte d'une dame. J'ai dit, ça fait 15 ans que vous êtes dans l'éducation nationale, il est temps de partir, puis ils attendent sur un autre chemin. Alors, ils vous attendent. Alors là aussi, je me dis, pourquoi ils vous attendent? Mais ça faisait 15 ans qu'elle était dans l'éducation nationale et elle était en phase de changer de voie. Mais on a accès à l'information. Donc, je ne peux pas l'expliquer, mais je pense qu'on a une matrice et que c'est comme un petit peu les gens qui vont dans les annales akashiques, etc. Et on puise l'information là où elle est. Et notre voyance les cartes. Alors, j'allais encore aller plus loin. Je vais peut-être pas me faire des amis, mais je m'en fiche. Ça, c'est mon point de vue. Je pense que les cartes ne sont que le reflet de notre propre réalité par rapport à ce que l'on dit. C'est-à-dire que les cartes, je les utilise pratiquement jamais, juste à la fin, par exemple, d'une consultation de voyance. Et j'ai remarqué que toutes les informations que j'avais puisées dans le champ informationnel se matérialisent dans les cartes. Mais j'étais en train de me dire, est-ce que c'est pas ma projection, tu vois, finalement, la matérialisation des cartes, si je la crée pas dans cette réalité. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est toi qui crée cette réalité-là, et ça n'est pas une information qui vient je me pose la question. Ça remet en question complètement tes facultés, pour le coup, alors. Je pense que si les cartes ne sont que le reflet de ce que toi tu crées, ça veut dire qu'il n'y a rien. Je pense qu'on crée notre réalité, je pense. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est atypique, mais je me pose des questions. Stéphane, tu dis quoi, toi ? Différent pour le coup. Oui. Oui. Parce qu'en fait, je le vois, que ce soit aussi bien en visio que par téléphone ou au cabinet. Alors, quand c'est en visio ou par téléphone, tu peux pas faire tirer les cartes aux gens. Et généralement, 99% du temps, c'est moi qui tire les cartes aussi quand les personnes viennent au cabinet. Et alors, comme tu dis, moi, j'aime bien commencer sans rien, sans support, pendant un quart d'heure, une demi-heure, 3 quarts d'heure. Parfois, on sert même pas des cartes parce que c'est tellement fluide. Mais comme on est humain et puis on aime bien ce côté un peu comme Saint Thomas, on y croit que ce que je vois. Donc finalement, on a l'information, donc ce que je capte dans l'éther. Et puis, soit quand je le sens, plutôt rare, je leur demande, allez-y, tirez 3 cartes ou 2 cartes, etc. Et comme par hasard, les cartes vont résumer ce que j'ai dit un quart d'heure avant, une demi-heure avant. Et là, on le voit dans la matière. Et les personnes se disent, c'est ce que je te dis. Oui, mais c'est pas forcément mon impression parce que c'est elle qui l'a tiré. Oui, mais c'est pareil. Je pense qu'on a une capacité de pouvoir, tu peux pas projeter. Ouais. Voilà. Nos idées, Donc tu influencerais quelque part. Oui, c'est ça. Ouais. Alors que moi, non. Moi, c'est son libre arbitre parce qu'en fait, on n'a pas de contact avec cette personne, on l'a jamais vue, on la connaît pas, on n'a pas d'affect. C'est ce que j'aime bien, justement, je te disais. C'est très dur de tirer les cartes à des amis très proches ou de la famille parce qu'on met une part d'affect. Moi, je le vois. Et je dis, j'aimerais bien que ça se passe pour cette personne-là, pour ma petite cousine, qu'elle réussisse son concours, etc. Donc, j'aimerais bien que. Mais quand j'ai quelqu'un, en fait, c'est tu réussis si tu bosses. On le sait. Et c'est une évidence. Mais les cartes vont donner une projection, donc une tendance à quelque chose. Alors, oui, mais si vous le bossez. Maintenant, on est en roue libre, on l'a pas, le diplôme ou l'examen. Oui, tu as toujours ton libre arbitre. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Mais je me suis posé la question. Maintenant, je n'ai pas la réponse. Je lance un pavé dans la mare, excusez-moi. Tu vois que tu t'adresses à eux. Je m'adresse à une source. Tu vois que il y a bien quelque chose disant. Oui, je pense à une source. Après, de toute façon, chacun, tu l'appelles comme tu veux. Et donc, tu dis pas non plus ça, Stéphane. Tu dis pas, il me dit, on me dit que. Si, je t'ai déjà entendu dire ça. Alors, on me dit que. Non, je sais pas, en consultation médiumnité, en conférence. Alors c'est possible. Alors parfois c'est comme Michel disait tout à l'heure, c'est une fréquence ou une énergie qui va être différente, une voix qui va être différente. Et alors ça m'arrive parfois de le dire en consultation, effectivement, ça me revient et je leur dis. Alors les c'est mon guide, parce qu'en fait du coup je suis quasiment obligé de dire, c'est pas ma voix intérieure, c'est pas le défunt, c'est quelque chose, une surcouche. Donc alors qu'est-ce que je vais mettre? Je vais placer ça, alors dire on. Le mec il est fou, il entend des voix. Non, en fait c'est pas tout le temps. Comment je place ça? Donc effectivement, on me dit que c'est plus rapide, c'est un raccourci.
Ouais, Alors, mais je veux dire, on fait tous ça parce que bon, ben, finalement, comme on n'a pas l'explication rationnelle et qu'on l'aura peut-être, ce sera parti. Tu reviendras nous le dire. Ouais, c'est Non, ça. mais c'est vrai que ça m'a, tu vois, Pas c'est de ce coup, si côté-là c'est qui m'a toi. intrigué un peu. C'est aussi pour ça que c'est compliqué ce que l'on fait, hein. Ouais. Parce que voilà, t'as pas les tenants, les aboutissants Il y a toujours une pression aussi, tu sais, du parce que sujet. quand on dit à Ouais. chaque personne qui revient en cabinet ou autre, bah, à chaque fois, tu remets aussi ta légitimité en risque, Mais en jeu. surtout en conférence publique. Ah oui, ça c'est encore pire, Bah, parce je que pense là, que c'est La pour moi- médiumnité Ah oui, publique, mais c'est c'est l'exercice le vraiment plus difficile. l'exercice C'est le le plus plus dur au monde, difficile, pour c'est Ah sans ben, filet, ça. Hein. bah, je suis Ouais. malade 5 jours avant moi, hein, donc C'est ce qui est le je plus peux te dur. dire que je stresse tellement que même j'avais trouvé même la parade, si tu veux, que quand tu dois faire une médiumnité avec un collègue, je veux pas être sur l'affiche, si tu Vous veux. l'avez fait, le coup, hein, à Sam Ben Prince, ouais, je veux pas être sur l'affiche parce que je dis bah comme ça, je suis là juste au pour cas les où, conférences, tu vois. et pas la Et médiumnité. du coup, ça me stresse pas pareil. Donc du coup, le fait de pas être sur l'affiche, eh ben, j'ai pas du tout cette impression d'obligation, de résultat, de pression qui monte et que je me mets moi-même, hein, Ouais, j'avoue, ouais, hein, bien sûr, bien sûr. de pas décevoir, hein. Eh ben, j'ai remarqué, ben, comme au pied levé quand on était à Lille, au festival de Lille, où c'était pas prévu, j'étais au restaurant, t'es venu me chercher pour me dire Michel, tu veux, dans 10 minutes, il y a une médiumnité. Bon, ben, en plus, c'était avec des copains, je suis allé en dilettante, mais c'est là où j'ai les plus beaux messages plus parce beaux que du messages, coup, ouais. ben, Ouais. ça, T'as moins de pression, et et je ouais. n'ai Alors- pas eu le temps de stresser, de me dire, oh là là, voilà. Par contre, quand t'es prévu sur une date à l'avance, et sur une affiche et que tu dis, bon, ben, tout le monde t'attend et tout, Mm. ben, finalement, je préfère ne plus avoir t'as la mon nom pression, sur ouais. l'affiche. Donc, on l'avait fait Tu ça. l'as encore cette pression? Ah oui, oui, ouais. Ah oui, toujours. Ouais. Ah oui, toujours. Oui, mais lui, Elle il a était son nom sur différente. l'affiche, lui. C'est-à-dire que la dernière fois, on était tous les deux, mais c'était lui. Bon, en même temps, Stéphane, il s'expose depuis plus longtemps. Oui, c'est ça. Donc, Il a l'expérience que moi, je n'ai Il a pas. l'expérience en Ouais. télé, il a Ouais. l'expérience Ouais. évidemment en conférence, en médiumnité publique. Donc, c'est. Mais non, moi, je trouve très, très bien ce que vous faites. Je voudrais que vous me racontiez, chacun, dans votre parcours. Alors, le tien est un petit peu plus en temps, un peu plus réduit. Ouais. Dans votre expertise, dans vos perceptions, la plus belle histoire qui vous soit arrivée. Vraiment, le truc qui vraiment vous a conforté chacun dans une histoire qui vous a presque bouleversé. Parce que même vous êtes étonné de vous-même presque. Par rapport, je dirais, à une consultation. Par rapport à une quelque chose, consultation, par rapport à un. bah, il y en a plusieurs. Ouais, il y en a tellement aussi. Il y en a tellement. Mais Parce que... un moment fort, un truc qui vous a. Vous avez ça en magasin? Oui, j'en parle dans mon livre d'ailleurs. Ouais. C'est la fameuse personne qui vient me consulter parce qu'elle a un problème de poitrine. Elle s'est faite refaire la poitrine et puis elle a une peau qui se développe, etc. Donc le sein qui est très dur, elle peut plus lever le bras, etc. Et donc elle vient pour un soin énergétique. Je l'accueille pour le soin énergétique et pendant ce soin énergétique, j'ai une Marguerite qui arrive. Oh, le prénom. Le prénom Marguerite. Ouais. Pas une Marguerite. Et donc, je vois une femme habillée assez stricte avec le chignon et j'entends institutrice. Et je lui dis, ah là, il y a quelqu'un pour vous et c'est insistant. Et je dis, j'ai une Marguerite qui arrive, etc. et qui vient pour m'aider pour le soin. Parce qu'on n'est jamais tout seul quand on fait un soin. D'ailleurs, c'est une connexion. On est juste un canal, hein, on est à la disposition d'eux. Hein. Et je me retrouve... Encore, ouais. Encore. Oui, Tu vois, tu mais redis je encore. parle du défunt, là. Oui, voilà. Mais, Donc, cette Marguerite. et donc, cette Marguerite, elle institutrice. arrive pour parler en disant qu'elle protège cette femme, etc., qu'elle est très présente pour elle dans sa vie. Et donc, la personne, non, je n'ai pas de Marguerite dans ma famille. Alors là, tu vois, c'était au tout début. Alors, je me dis, merde, qu'est-ce que j'ai encore raconté comme connerie, quoi. Ouais, c'est ça. tapé à Là, côté. tu dis, et puis, mais la personne insiste. Et elle me dit, Maggie, Marguerite, j'entends. Maggie, Marguerite. Ah non, j'ai pas de Marguerite et tout. Et donc, je lui demande une précision. Et là, elle me dit qu'elle est sur la lignée paternelle, sur la ligne des grands-parents. Et la femme que j'ai en consultation me dit, ben, je n'ai aucun contact avec la lignée paternelle. Mon père est fâché avec toute sa famille, donc je n'ai jamais été en contact avec mes grands-parents, etc. Et je fais le soin, donc il se passe plein de choses, on sent plein de choses. Et donc cette Maggie Marguerite qui n'arrêtait pas de lui dire qu'il fallait qu'elle prenne un virage dans sa vie, qu'elle acte par rapport à sa vie privée, par rapport à sa vie professionnelle, avec des détails que je ne pouvais pas inventer. Donc je donne tout ça, je délivre l'information, et donc cette personne, dubitative, s'en va, elle me dit bon. Et 15 jours après, elle m'envoie un message me disant qu'elle a retrouvé Marguerite, Elle a fait qui des était recherches. institutrice, Ouais. qu'elle a demandé à son père, que c'était la sœur de son grand-père,
paternelle. Donc du coup, ben, moi, ça m'a un peu rassuré. Je me suis dit, ouf, c'est bon. Il y a bien une Marguerite. Et par contre, la plus belle histoire, c'est qu'elle devait avoir une opération et elle devait à nouveau être opérée du sein et on devait lui rechanger la prothèse, etc. L'opération n'a jamais eu lieu. Voilà. Donc elle a eu une guérison qui a été spontanée. Mais voilà, c'est l'une des plus belles histoires. Ou aussi, quand aussi j'avais un monsieur qui est venu avec des cannes et qui avait les 2 talons d'Achille, des tendinites au talon d'Achille, et repart sans les cannes alors que ça faisait 6 mois qu'il marchait avec les cannes. Il y a des anecdotes comme ça, on en a plein. Mais après, bon, ben voilà, moi je suis comme Saint Thomas, je crois ce que je vois. Oui, bah là en l'occurrence, tu vois. Mais voilà, mais même malgré l'épreuve, tu vois, parfois je me pose toujours des questions. Ouais. Et c'est ça aussi qui nous fait garder cette humilité, parce qu'on se prend pas pour des dieux, pour des élus. Hein. Pour ça, je parle pas de don non plus. Une histoire? Alors, il y avait la première, justement, quand j'avais mes 34 ans, cette dame qui était venue de Belgique, là, ça m'avait vraiment secoué. C'est vraiment je crois que quelque chose de dynamite. Et puis, il y en a tellement. Alors, je suis en train d'écrire mon livre aussi. J'ai commencé l'année dernière et je le fais quand j'ai le temps, donc j'ai pas réouvert depuis 6 mois. Je touche pas le sol en ce moment. Et sinon, bah, je dirais la semaine dernière, parce que alors, on a cette faculté d'oublier aussi, parce que ça nous appartient pas. Donc il y a des histoires qui sont extraordinaires, des défunts qui nous emmènent là-haut et on arrive à rester. Donc ça prend beaucoup d'énergie, parce que c'est ce que j'explique et tu le sais sûrement, mais ça nous prend de l'énergie pour monter, pour rester en haut, et les défunts descendent de l'autre côté. Et c'est au milieu qu'on arrive à connecter. Donc après, à nous de redescendre pour donner l'information, et puis pour remonter, etc. Donc ça fait vraiment une gymnastique et c'est vrai que c'est très épuisant. Et j'ai rencontré donc Samia qui m'avait contacté justement à la télé quand je fais de la voyance. Elle m'a dit ça la semaine dernière, j'avais complètement oublié parce que le nombre d'appels, etc. Elle était très contente et je l'ai revue cette année ou l'année dernière sur un événement. Et elle m'a dit, bah, quand je viendrai à Paris, je te passerai un coup de fil. Donc elle m'appelle. Et sur toute la semaine, j'avais pas de créneau. Je dis, écoute, viens, tel jour, c'était un jeudi, viens, je finis à 19h mes rendez-vous, ça a traîné jusqu'à 20h, elle arrive vers 20h30, et je dis, bah viens, je vais te montrer mon cabinet, tout ça. Viens à mon cabinet, parce que dans Paris, ça sera trop long de se retrouver, ça va faire trop tard et tout ça, je suis fatigué. Viens. Donc on prend un petit thé, et puis, bah voilà, assieds-toi. Je dis, bah, on parle, on échange, et au bout d'un quart d'heure, sans que ça vienne comme ça s'impose en fait, comme on dit, ça s'impose à nous, parce qu'elle n'était pas en attente. Elle venait juste pour me voir. Puis moi, je n'étais pas en attente de faire une démonstration ou quoi que ce soit. Voilà, c'était en ami. Puis au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, je lui dis, écoute, t'as une question, parce que là, je suis encore au bureau, donc est-ce que tu as une question ou des choses comme ça, si je peux t'aider sur quelque chose, vraiment avec amitié. Et là, elle me pose la question, donc je lui réponds. Donc ça convenait, ça correspondait. Et d'un coup, je lui dis, mais ton papa est décédé, c'est bien ça? J'ai un monsieur qui est décédé, qui est là, c'est ton papa? Elle me dit oui. Alors qu'on n'en a jamais parlé auparavant. Et je commence à dérouler un petit peu la vie de son papa, avec des précisions. Je commence à donner une partie de son prénom ou le prénom entier. Et puis je lui dis, il me dit, alors il me dit que je suis d'accord, là. il embrasse ses enfants. Et il y en a, alors, je ne sais plus maintenant, il faudra En plus, tu as entendu l'audio, c'était hier. Ouais. Tu te souviens le message audio qu'elle m'a laissé pour me remercier encore? Il dit, voilà, j'embrasse mes enfants, et particulièrement mes 2 filles, donc Samia, et l'autre fille, je dis, elle s'appelle pareil, elle a les mêmes lettres du prénom. Elle s'appelle Salia. Salia et Samia, à une lettre près, c'est pareil. Et je dis, c'est le même prénom. Moi, j'entends, donc c'est pas possible que ce soit 2 fois le même. Donc il y a une lettre qui doit être différente. Et donc c'était bien, elle me valide, elle me confirme. Et son père dit, voilà, alors je dis, t'as un fils qui a tel âge? Elle me dit oui. Il me dit qu'il l'embrasse et qu'il surveille, parce que là, il va passer un contrôle ou un examen, je sais pas quoi, et c'est son BEP ou je sais plus quoi. Donc, c'est des choses bien précises, et puis elle s'attendait pas, et je lui dis, mais il y a un goût spécial dans la bouche. C'est entre le café et la cigarette, mais c'est ni l'un ni l'autre. Et c'est quelque chose qui est amer, que j'ai pas l'habitude. Elle me dit, oui, il avait du tabac à chiquer. Tout que j'ai jamais eu, c'est la première fois, par exemple. Donc, elle me dit, tout le temps, il y avait ça. Et je lui donne des clés, et puis on était à 200% sûr que c'était bien lui, parce que moi, j'ai besoin de preuves aussi. Pour pas me tromper, et puis voilà, ça peut parler. Alors, 9 fois sur 10, on peut valider. Si c'est 1 fois sur 10, non, t'es à côté. Ce qui est important de dire quand même, Stéphane, dans toutes les expériences que tu as ou que nous avons, c'est que nous demandons aux gens de ne pas parler. Ah oui. Parce que l'information... Il y a un minimum d'interaction, si c'est oui ou non, quand même. C'est oui ou non. C'est-à-dire qu'on demande de confirmer l'information qui est dispensée. Qui, pour nous, parfois, nous dit rien du tout. C'est-à-dire que c'est compliqué aussi de transmettre un message, parce que nous, on n'a pas la signification, ou quand parfois ils nous montrent une peluche, quand ils nous montrent une médaille ou un bijou, et on montre simplement, on leur fait part de ce que l'on voit, ce qu'on perçoit.
Mais c'est eux qui doivent le relier à leur histoire, finalement. Juste pour finir sur ça, et après, j'aimerais bien qu'on parle parce que j'y repense, on a fait une médiumnité ensemble qui n'était pas prévue chez ton ami qui nous avait invités à dîner. Ah oui, chez Isabelle et Rémi Dupré. Ouais. Et juste pour finir, donc à Samia, donc je lui donne des informations, des précisions, etc. Et puis c'était marrant parce que j'avais des informations de voyance et de médiumnité sur sa famille, sur son activité à elle, elle commence à être dans la spiritualité aussi. Elle change, elle évolue. Elle est infirmière et là, elle était venue faire un stage sur Paris, donc c'est l'occasion de se voir. Et c'était assez prenant, assez puissant. Donc on a versé chacun une larme. C'était encore des beaux messages de preuve de survie de l'existence. Alors que j'y croyais quasiment pas au départ. Je me dis ouais, c'est comme tu disais, les voyances, tout ça. Bah maintenant c'est moi, quoi. Je suis dedans. Donc oui, ça marche. Je le vois et ça m'emporte dedans. C'est transcendé par vraiment l'amour de la personne, et tu es au milieu. Alors que tu n'as pas de lien avec ni le défunt, ni le consultant ou la consultante. Donc, pourquoi je me mettrais à pleurer? C'est important de dire ça parce que c'est un amour qui est inconditionnel. Ah oui, c'est vraiment un amour qu'on ne perçoit pas dans la matière. Et c'est très difficilement descriptible parce que c'est tellement puissant que moi, je me sens heureux tous les jours. C'est gratitude tous les jours de ce que l'on vit. Hein. En plus, ce qui est bien, c'est que quand tu as des amis on peut partager, parce que faut savoir aussi dans cet accompagnement, tu te sens seul. Oui, tout à fait. Tu as une solitude qui fait partie de toi parce que parfois tu n'es pas compris de ton entourage ou parfois tu as des incompréhensions et puis c'est très difficile parce que c'est quelque chose qui se vit profondément et qu'on ne peut pas expliquer avec des simples mots. Et le fait d'avoir des amis qui font la même chose, qui ont la même manière de canaliser, qui sont dans le partage, que ce soit Céline, que ce soit David Fontaine, que ce soit Joanne, Christelle, enfin, et on parle le même langage. Et ça, c'est rassurant. Parce qu'on se dit, c'est pour ça aussi qu'on se regroupe de plus en plus. Quand on fait des salles en plusieurs, d'ailleurs, c'est super intéressant. Parce qu'on a tous notre manière de canaliser, avec notre sensibilité, notre histoire et nos informations. Et c'est vrai que ce qu'on a vécu, par exemple, chez Isabelle et Rémi Dupré, qui ont l'association Le Temps des Signes à Pau, qui nous avaient invités. Magnifique, qui ont une histoire incroyable avec leur fils. Hein. Incroyable, qui ont perdu leur fils unique Thomas à l'âge de 15 ans. Ils nous invitent à manger. Et donc, j'étais en déplacement pour venir une salle où je sais plus ce qu'on avait fait comme événement. Et puis tu venais à la maison et puis Stéphane me dit moi je veux pas bosser. Hein, exactement, je crois que tu avais oublié. Exactement. Ah ben non. J'ai dit écoute non. On n'est pas dans les repas pour faire ça parce que c'est vrai que parfois oui, évidemment. Et là, mais que se passe-t-il? Moi j'avais jamais canalisé leur fils. Et puis Isabelle va nous chercher le livre. À la fin du repas, il était 23h minuit. Voilà, le livre qu'elle a écrit sur cette histoire. Son fils qui est décédé. Et là, Stéphane... je retourne, je vois la photo, bam. Il commence à la voir, et moi je l'ai en suivant aussi. Incroyable. Sauf que on n'a pas eu du tout accès aux mêmes informations. C'est-à-dire que moi j'avais des informations sur tout le déroulement de l'enterrement, qui portait le cercueil, comment il était habillé, ce qu'il avait mis dans le cercueil, etc. Stéphane, c'était tout le côté vie, c'est-à-dire les cabanes, la pêche... alors, on avait des précisions sur l'accident. Il était à l'arrière, il était côté gauche. À droite, c'était son meilleur ami qui s'appelait, on avait donné le prénom. Il était dans la même classe à l'école. Enfin, c'est des choses que tu peux pas inventer. C'était interactif et c'était. Et c'est ça. Moi, j'avais demandé, il y avait d'autres personnes à la table autour de nous. J'ai dit, donne-moi une feuille, un stylo. Je voulais pas couper Michel, c'est la première fois qu'on le faisait ensemble d'ailleurs. Ouais, c'est la première fois. Et on a vu que ça fonctionne, donc si ça fonctionne là, ça peut fonctionner aussi en salle. Et on a vu aussi qu'on n'avait pas accès aux mêmes informations. Et que parfois il y a des informations qui se complétaient où on avait les mêmes infos, et des fois où Stéphane avait des informations auxquelles moi je n'accédais pas, et moi j'en avais d'autres auxquelles il n'accédait pas. Donc voilà, ça nous a fait prendre aussi conscience qu'on perçoit des informations différentes, mais qui sont exactes par rapport à la personne qui est partie. Sont vérifiables et probables. Ils sont vérifiables. Mais moi, j'ai une particularité, c'est que souvent, j'ai toujours les détails un peu morbides, entre guillemets. Souviens-toi dans le cercueil. Il a fait comme le bouquin, le test de Stéphane Alix. Et alors, c'est déjà arrivé, toi aussi probablement, on n'en a jamais parlé, mais j'ai des consultants qui nous demandent ce qu'il y a dans le cercueil. Quand ils demandent, on n'a pas l'info. Et puis quand ils ne demandent pas, on a les infos. Alors parfois, quand ils sont trop en attente, ça peut bloquer, j'ai remarqué. Donc il y a ça aussi. Oui, parce qu'on a l'impression d'être... Oui, parce qu'il montrait une plume de perroquet et son père avait mis une plume de perroquet dans le cercueil.
Mais c'est des détails, ça, voilà. Ça, c'est des preuves de survivance. La marque des baskets, j'avais donné. Toi, tu avais donné le t-shirt, moi, le j'avais donné sweatshirt. le sweat bleu à capuche. La couleur aussi. Voilà. Alors mais on là, ne savait pas, on l'avait jamais voilà. Et là aussi, c'est rassurant aussi beau. parce que parfois, on se pose des questions par rapport à nos propres capacités, de se dire, bon, est-ce que je raconte pas de conneries, tu vois, ou est-ce que c'est pas mes propres pensées? Oui, il y a toujours cette peur de décevoir. Hein. Mais ça fait partie de notre parcours de vie aussi. C'est-à-dire qu'on est des êtres hypersensibles qui avons une fragilité et qui ont été, entre guillemets, maltraités durant notre enfance. Donc, si tu veux, où on a eu de cesse de prouver, enfin, le truc, la plus grosse connerie à faire, moi, je trouve, dans cette incarnation, c'est de prouver aux autres qu'on est capable d'eux. Parce qu'on n'a rien à prouver aux autres, finalement. On a simplement à se reconnecter à son identité profonde et savoir qui on est, je suis qui je suis. C'est-à-dire reprendre vraiment possession de son identité et de qui l'on est. Et le regard des autres, on n'en a rien à faire, finalement. Et ça, j'avoue que le pardon, par exemple, ça m'a beaucoup aidé par rapport à ça aussi. Et par rapport à ton père? Par rapport à mon père, entre autres, par rapport aussi à tous les événements que l'on vit, parce que on est sur un champ expérimental et moi j'ai l'impression que nous sommes acteurs de notre propre pièce de théâtre. On est un acteur principal et tous les gens que l'on a en face nous donnent la réplique. C'est-à-dire que sont des acteurs aussi. Et ces acteurs sont là pour nous faire travailler. Et nous faire travailler sur nos blessures, sur des choses que l'on a à faire. Et ce que je me rends compte de plus en plus, le message que j'ai vraiment très très fort, c'est de travailler sur l'amour de son prochain, alors ça paraît bisounours, et sur le pardon. Parce que le pardon est une porte ouverte sur l'amour. Et l'amour est une porte ouverte aussi sur le pardon. Le pardon, Stéphane? Le pardon, alors je te rejoins Michel, et bien évidemment, j'ai pas vécu la même chose avec mon père, puisqu'il est parti très tôt. Et mais il y a des similitudes, des choses comme ça. Alors, j'ai peut-être, je suis pas encore peut-être sur ton niveau ou sur ta fréquence de pardon. On en parlait, c'est un peu différent, je le ressens pour moi. Mais comme je te disais, du moment où tu le fais avec le cœur, ça fonctionne, sans rien attendre. C'est ça. Il y a ce côté. Moi, je remercie tous ceux qui me font chier. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. On apprend grâce à eux. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai parce que je trouve que c'est une super phrase. Ça. Je vais remercier tous ceux qui me font chier. Mais oui, et tous ceux qui. C'est grâce à eux qu'on arrive aussi, qu'on est là. Hein, on évolue spirituellement. Le seul sens de notre passage sur cette terre, c'est d'évoluer spirituellement. C'est ça qu'ils attendent. Enfin. Tu vois, t'as bien compris. T'es bien. Tu vois, je suis pris à mon propre mot. C'est ça. mais j'ai compris ça et j'ai compris que pardonner, c'était pas non plus cautionner, tu vois. C'est ça aussi. Il y a des amalgames qui sont faits par rapport au pardon. On pense que pardonner, c'est un aveu de faiblesse. Mais souvent, c'est notre ego qui parle. Et chez les taoïstes, c'est la voie, le chemin de la voie, etc., de l'amour. Mais le mot pardon, il n'a pas lieu d'exister puisque il cultive le non-jugement. Et finalement, on a à pardonner à partir du moment où on porte un jugement sur une situation ou sur quelqu'un. Et l'être humain, on juge. On est tout le temps dans le jugement. Mais on se rend compte aussi qu'on ne connaît pas le chemin de l'autre, de la personne qui est en face. On ne connaît pas ses blessures. On ne connaît pas son transgénérationnel, les mémoires cellulaires. On ne connaît pas sa vie. Et finalement, on fait des suppositions. Moi, je suis un très grand adepte des 4 accords Toltec. Hein, et j'essaye du mieux que je peux de le respecter parce que je comprends que parfois, chacun vit aussi sa propre réalité de la situation en fonction de nos bagages. Bien sûr. Et donc, mais quand tu es dans la compréhension, et c'est pour ça que je fais beaucoup de conférences sur le pardon, parce que pour moi, je trouve que pardonner, c'est arrêter de souffrir. Et finalement, les actes nous font souffrir, mais après, ce sont nos pensées qui nous font souffrir. C'est-à-dire qu'on devient esclave de nos pensées, et la souffrance émane de nos pensées parce qu'on ressasse. Ça, c'est un cheminement qui est parfois difficile. Hein, c'est encore... C'est ça. C'est tout un... J'allais dire, alors je me suis fait, l'autre jour, je me suis fait un peu allumer parce que j'ai dit, c'est tout un travail, un cheminement. Et on m'a dit, mais non, il ne faut pas considérer ça comme un travail. Voilà. Si, mais on travaille jusqu'à la fin de notre vie, Marc. Ouais. Mais par exemple, Gandhi disait que... C'est pas forcément le bon mot, mais ça se rapproche. Gandhi disait que le pardon était l'attribut des forts. Ouais. Parce que c'est pardonner... alors, il y a différents types de pardon, hein, mais il y a des pardons qui sont plus faciles à accorder que d'autres. Mais moi, je dis peu importe, tu sais, c'est d'y tendre et
de se dire, bah, OK, je me fais ce cadeau à moi-même finalement. Le reste, ça lui appartient, c'est pas mon problème. Hein. Voilà. Mais moi, par contre, j'ai arrêté de souffrir, j'ai arrêté de me rendre malade. Parce que, bon, ben, comme je t'ai dit que j'étais très axé sur le cerveau, sur l'aspect scientifique, et quand j'ai commencé la recherche par rapport au pardon, ben, je suis tombé sur des recherches de Yaturu Sato, le chercheur japonais de l'université de Kyoto, qui a identifié cette zone du bonheur et de la joie qui est le précuneus, qui est juste là, hein, au niveau pariétal. Et c'est là que tu prends conscience que ce précuneus, la densité de matière grise, grossit de plus en plus quand tu es en phase de pardon et d'amour, finalement. Et tu es dans la joie. Il faut rester dans la joie. Faut rester dans la joie. Un petit mot, on va parler de ton livre, hein, évidemment, qui est là. Me fais pas cette tête. Oui. Je suis dit, on va parler de ton livre, et moi, fait... ouais. Non, je sais pas, c'est bon. Ah non, en plus, c'est la version 2, donc. C'est la version, très bien. La nouvelle version. Voilà, avec une photo actuelle. C'est ça. Voilà, pour qu'on évite de te dire, mais dis non, c'est pas une photo de maintenant. Ouais, c'est ça. Éviter de me faire remarquer que j'ai pris du poids. Les gens sont cruels quand même. Non, mais c'est vrai, les gens sont cruels. Mais le jugement, hein. Le jugement. Le jugement. C'est les blessures d'abandon, de rejet. Ils sont pas dans ta vie, mais par contre, ils vont voir que tu as pris du poids, par exemple. Bah oui, j'ai pris du poids, ben c'est comme ça. Tu as augmenté la surface de caresse ou la zone de plaisir. Oh, ben voilà. Alors j'ai une grosse surface. C'est au carré. Hein. C'est joliment dit. Un livre, Stéphane. Alors j'ai fait la préface du livre de Michel et j'étais très honoré. C'était on a raconté un peu notre rencontre amicale. Et le projet du livre, oui, il est dans les tuyaux. Dans les tuyaux, dans l'ordinateur plutôt. Et j'ai commencé, j'en suis à la moitié. Sur ta vie, ton parcours, son parcours, et puis ça sera en deux parties. Donc les consultations, Ah oui. Effectivement, et puis des clés surtout. Donner des clés pour l'approche, pour détecter aussi ses capacités, ses propres capacités. Qu'est-ce que ça va nous apporter aussi dans notre évolution personnelle, spirituelle, notre chemin, notre parcours d'âme, quelque part. Et oui, ça va être... Mais au-delà d'un récit autobiographique, ce qui est important, c'est de donner des clés. Voilà. Parce que, bon, la vie de Stéphane Michael, de Michel, on en a rien à foutre. C'est une vie lambda parmi tant d'autres, mais c'est vrai. Mais il faut être logique. Ça sert à rien. Derrière, il y a quelque chose. D'ailleurs, quand j'ai écrit, quand j'ai reçu l'information d'écrire, je voulais pas écrire parce que je me suis dit, c'est encore un livre de plus dans les bacs. J'avais une expérience de l'écriture en 99 quand j'avais sorti mon ouvrage pédagogique, c'était un fiasco. J'ai dit plus jamais. Mais après, je me suis dit, ben non. C'est-à-dire que, à travers ton histoire, il y a des messages forts d'évolution, c'est-à-dire de prise de conscience, hein, parce que la vie, elle est belle. Et on peut partir de très, très loin et se rendre compte que tout est cadeau, finalement. Moi, je vis tout comme un cadeau. Même les épreuves. Mais surtout les épreuves, parce que les épreuves nous font grandir. Alors souvent, les gens me disent, mais pourquoi il faut souffrir autant? Et parce que parfois, on comprend pas. Parfois, on a plein de signes. On te remet sur la route. Et on est tout le temps, on n'écoute rien. Né pour renaître quand l'invisible s'invite. Ouais. Voilà, avec une jolie photo bien rasée de près de Michel Dourte. C'est ça. C'est la nouvelle. Pour les détracteurs, c'est une photo récente, hein, parce qu'il y en a qui m'ont dit que j'avais 30 ans dessus. Non, ça te va bien, la petite barbe comme ça. Ouais. Voilà, on m'avait dit, rase-toi de près pour la photo. Maintenant, on me dit, vous êtes vachement plus jeune mais elle date quand même de 3 mois, hein, 4 mois. Hein. Mais bon. Tout va bien. Oracle? Oui. En préparation aussi? Aussi, mais... Dis donc. Ah oui, mais... tout est en préparation chez Stéphane Michael. Il faut y aller quand même. Oui. Ouais, je lui donne un coup de pied parce que je trouve qu'il est... Voilà, je pense qu'il est temps que son livre sorte. Voilà. Parce que ça fait quand même... On me le demande sans arrêt. Je dédicace, à mon cabinet, je dédicace des bouquins qui sont pas les miens. Je dis, mais c'est pas possible. Je suis surréaliste. Le truc surréaliste. Ouais, mais c'est pas possible. Il dédicace mes bouquins, tu vois. On peut pas ceux de Michel. Hein. Mais non, mais des ouvrages sur les tarots, sur les oracles, etc. C'est le roi de Marseille, le tirage en croix, etc. Une dame, elle me dit, mais j'aimerais que vous me dédicaciez. Je ne sais pas moi qui l'ai écrit, je peux pas le faire. Déontologiquement, je ne peux pas signer un livre qui n'est pas le mien. Ah, bien sûr. Alors, je vais faire un petit mot avec un post-it et vous mettrez dedans, ça fera un marque-page. Non, mais il faut que tu t'actives quand même. Hein, parce que le deuxième, moi, il va sortir avant ton premier. Je sais pas la course, ça se fait, ça se fait. Non, mais oui, bien sûr, faut laisser se porter. Je voudrais qu'on termine, Stéphane et Michel, pour quelle est votre définition d'un bon médium ou d'un bon voyant? Voilà, ouais. Avec le cœur. Toi avec le cœur, déjà. Toi avec le cœur et... L'honnêteté. L'honnêteté, la sensibilité. L'humilité, la simplicité. La sensibilité aussi. Et Même quand certains font 330 € la séance des 30 minutes? Ça leur appartient.
Ouais, quelque mais bon, part. après, Après, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Pour te mettre un prix, c'est comme une étiquette. J'ai eu beaucoup de mal. Qu'est-ce que je vaux? Combien d'années de référence? Référencé dans le guide de la c'est voyance, compliqué. référencé à la télé pendant des années de passage. Bah en fait, effectivement, il y a des plus qui s'ajoutent, comme le couteau suisse, ça s'ajoute, ça s'ajoute, ça s'ajoute. Et Donc ça, tu te sens un peu plus légitime, donc c'est un prix. légitime de poser un tarif. Donc effectivement, après, ça va toujours être trop cher pour quelqu'un et pas assez pour quelqu'un d'autre. Ouais. Donc il y a toujours cette frontière, cette barrière du prix. Est-ce qu'on doit payer ou pas? Est-ce que Moi, si, j'ai est-ce du que mal ça? aussi avec le prix. Ça a été Mais, compliqué. Maintenant, je suis très à l'aise avec ça. Il n'y a aucun souci. Le chiffre que j'ai donné est un chiffre complètement au fictif. hasard. Hein, c'est pas eux. Hein. Les 330 € la demi-heure, c'est pas eux. Hein, je vous Non, rassure non, tout de nous, c'est suite. les 10 minutes. Non, non, c'est vrai que la question de rémunération, ça a toujours été Ah non, mais ça, c'est une problématique. Ça, c'est un débat sans sans fin. fin. Hein. C'est pour ça. Ouais, ça mais appartient oui, à la parce que personne qui bon, va il y le en a faire. qui vont et te puis- dire c'est un don, donc il faut pas se faire payer. Mais bon, J'ai encore eu un message sur YouTube, là, il y a, dans une des émissions qu'on a présentées. Mais ça va jusqu'aux insultes. Hein, Ouais, Mais bien pourquoi? de gens Parce qui que nous disent ça, qui nous disent, mais enfin, comment peut-on ça lui appartient. payer aussi cher pour une séance quand les gens Comme je dis, pourquoi on va payer aussi ont cher besoin quand d'être on va acheter une réconfortés. Ferrari ou une BM ou une Audi? Il faut citer 3 marques. Donc, pourquoi je vais payer si cher une voiture, un véhicule comme ça, alors que j'en ai des moins chers? Parce que je souhaite ce type de véhicule. Donc, je vais me donner les moyens d'y accéder. C'est mon souhait. Donc, ça se discute pas. Je vais pas aller chez BM ou chez Audi ou chez Mercedes Après, pour leur je demander pense une réduction. Alors, on peut toujours tenter, mais c'est même pas concevable quelque part parce que voilà, il y aura peut-être un cadeau ou quoi. Mais je pense qu'il y a des médiums aussi. Voilà, il y a des médiums qui sont très valables. Bon, après, il faut pas prendre la grosse tête. C'est ça aussi, parce qu'à partir du moment où tu commences à être connu, tu as tendance à pouvoir prétendre à plus. Il faut rester accessible. Pour ma part, moi, ce sont mes amis qui m'ont qui m'ont dit, il faut que tu augmentes tes tarifs. Parce que là, c'est ridicule. Et tu en fais partie. Hein, j'étais à 60 € la consultation pour 1 heure. Bon, je suis passé à 90, mais j'ai eu beaucoup de mal. Mais par contre, j'ai gardé quand même le 60 € pour que ce soit accessible à quelqu'un d'autre. Parce que je me suis rendu compte aussi que parfois, tu vois, tu payes des consultations d'1 heure, 1 heure et demie, mais en demi-heure, tu as tout dit. Parce que quand tu as l'information et qu'elle est fluide et que c'est synthétisé, t'as pas forcément. Après, qu'est-ce que tu fais? Tu répètes ou tu fais du blabla. T'enrôles le truc. C'est pas nécessaire. Et c'est pas nécessaire. Donc, sur une consultation à 90, quand c'est 30 minutes, tu coupes la poire en deux? C'est-à-dire que j'ai gardé 2 tarifications, si tu veux. Mais souvent, j'ai remarqué aussi qu'il y avait des gens qui m'appelaient pour des guidances, mais dans la guidance, se greffe un contact défunt. D'accord. Donc, il y a toujours quelque chose en plus, si tu veux. Donc, tant que je dis, puis je suis pas avec un chronomètre à dire ça fait 30 minutes, on arrête là, quoi. C'est ça aussi. C'est-à-dire que c'est l'intelligence du cœur, et puis, et on fait pas ça pour s'enrichir. Enfin, moi, personnellement, je fais pas ça pour m'enrichir. J'en fais. Sinon, tu serais resté là où tu étais. Je pense aussi que l'avantage que l'on a, c'est que quand on fait autre chose à côté, c'est une cerise sur le gâteau qu'on peut se permettre. On n'est pas tributaire absolument de rendez-vous. Moi, des rendez-vous, j'en veux pas, j'en ai. Et je suis pas à courir les rendez-vous. Oui, c'est ça. Et moi, pour terminer, je voudrais juste dire une chose, parce qu'il y a quelque chose qui me semble essentiel, et Dieu sait que sur cette chaîne, on a eu tellement l'occasion de recevoir des gens qui vous disent effectivement des choses comme ça en public, et qui en off vous disent parfois l'inverse. Tu vois, dans cette soi-disant grande famille des médiums, où on a quand même le sentiment que même si on est dans cet amour qui est censé être communiqué à tous, il y a la rivalité entre les médiums existe, et alors elle est parfois extrêmement, pour tout le monde. extrêmement violente. Oui, je l'entends. Mais ça appartient. Vous faites partie effectivement de ces gens qui ont cette communauté de médiums avec lesquels vous aimez bien travailler, vous retrouver, passer du temps, aller dîner, et donc il y a une vraie amitié dans une famille d'âmes. Je pense aussi que on prend conscience que on est nous sommes à la disposition d'eux, si tu veux. Je veux dire, ça n'empêche pas. J'étais confronté à des médiums qui m'ont envoyé des scuds, etc. Mais chacun est libre de penser ce qu'il veut. Moi, ça m'atteint pas. À partir du moment où j'ai compris que plus rien m'atteignait, si tu veux, je me sens invincible. Mais c'est prétentieux peut-être de dire ça. Mais j'ai réussi à passer ce cap du regard des autres, et je me dis, mon chemin, moi, il est droit. Je connais ma valeur, je sais ce que je fais au quotidien, et c'est l'essentiel. Il y a quelque chose qui est très important aussi à souligner,
quand on fait des rencontres comme des festivals, donc on enchaîne les consultations pour faire le plaisir au maximum de personnes qui sont sur place, qui se déplacent aussi pour nous voir, etc. Il faut savoir que le lendemain, le surlendemain, 2-3 jours après, on est vidé, comme une pile de téléphone, on n'a plus rien. Et comme je dis toujours, alors j'ai un secrétariat justement qui prend les rendez-vous parce que même déjà parfois, j'ai remarqué il y a quelques années déjà, quand tu prends le rendez-vous, tu es déjà en canalisation, tu as déjà des informations. Donc je commence la consultation en prenant le rendez-vous. Donc c'est plus possible. C'est comme le soin. Ça, c'est très embêtant. Comme le soin, comme les choses comme ça. Et je privilégie la qualité à la quantité. Ça, c'est très important. C'est une éthique aussi. C'est pour ça qu'on a des délais. Parce que mais oui, il y a des délais, bien évidemment. Moi, je suis en 2025, mais parce que je travaille pas tous les jours. Je travaille qu'une semaine sur 2 et j'en fais très peu. Donc, les gens, voilà. Donc, je veux pas être tributaire de ça toute ma vie non plus, tu vois. Et ce qui est bien, le couteau suisse, pour revenir, tu vois, c'est que si on fait que de la voyance et assis derrière son bureau toute la journée à la chaîne, et moi, je pète un boulard, c'est pas possible. Donc, c'est bien de switcher, de passer en médiumnité, de faire une formation, de faire un atelier, de passer faire une conférence, faire un ciné, faire des... Et on fait beaucoup de bénévolat aussi. Parce qu'il faut quand même le dire aussi, dans des associations qui ont une âme. Quand on a le temps, et c'est sur notre temps libre, les week-ends. Des associations qui ont une âme, parce qu'il y a aussi de tout. Oui, il y a aussi. Il faut faire preuve de discernement. Mais voilà, quand on se déplace, on y va avec le cœur, toujours. Stéphane, et puis Michel Dourte, vous aurez autour de cette vidéo l'intégralité des liens pour entrer en contact avec Michel ou Stéphane, ou les deux. Oui. On fait des choses ensemble encore. On va faire des formations justement en fin d'année. On va dispenser ensemble. Il va y avoir des petites formations. Formations, conférences médiumniques, publiques, les livres, les oracles. Oui, puis la garde du midi le 18 octobre en principe aussi. Voilà, on est épanoui dans ce qu'on fait. Vous êtes heureux? Oui, hyper heureux. À sa place. Je me sens à ma place. Je suis encore plus heureux qu'avant. Voilà. Tant mieux. Magnifique. Je vous remercie tous les deux d'être venus. Merci Marc pour ton invitation. Merci pour la salade César. Et on se retrouve évidemment, vous allez commenter avec bienveillance comme toujours, vous en avez l'habitude maintenant. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.